Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David et bonjour à tous. Je vous ai un peu troublé, j'ai vu là, c'est désolé. Hein. Non, mais je voulais vous faire réagir sur, juste avant, on discutait avec Julie Ruiz-Pérez du Figaro sur le surcoût, la surcharge d'intérêt pour la France cette année en lien avec le fait que sur les marchés, la France, comme d'autres pays européens d'ailleurs, s'endette 30 à 40 points de base plus cher. Bercy dit 3,6 milliards d'euros de surcoût cette année. Après, on passe à autre chose, mais c'est quoi le vrai chiffre ? C'est ça. Xavier Timbaud m'a dit non, c'est 10 fois moins. Non, le problème c'est que de l'OFCE. Il n'a pas regardé, parce qu'il a oublié un élément important, c'est que l'État français émet des obligations indexées sur l'inflation. Donc quand l'inflation, effectivement, et là elle va beaucoup augmenter, on verra tout à l'heure, elle peut passer à 4%, donc globalement, même si ça va, on regarde hors tabac, mais quand même ça augmentera tout de même, et ça veut dire qu'il y aura une charge supplémentaire. Et puis surtout, j'avais fait un tableau, justement, on peut le voir sur ma chaîne YouTube, mais où j'avais comparé les annonces de Bercy sur la charge d'intérêt de la dette et la réalité. Il y a toujours 5 milliards à peu près d'écart en moyenne, si vous voulez, entre ce qui a été annoncé et la réalité. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on s'estime en permanence effectivement ce coût. Ce qui est clair, c'est que il y aura au moins 1 milliard uniquement sur la hausse des taux d'intérêt, peut-être effectivement le 2,6 sur l'inflation, donc les obligations indexées. Ça aussi, c'est vrai que c'est un produit. La surcharge n'est que de 1 milliard. La surcharge sur le taux d'intérêt sur l'année 2026. Oui. Le problème que nous avons, c'est qu'après, évidemment, cette dette, elle va porter sur plusieurs années. Et puis surtout, je vais vous donner un exemple très simple. Ce qu'on appelle la duration de la dette publique française, ça veut dire la durée moyenne de la dette. 8 ans. C'est à peu près 8 ans et demi, on va dire. Donc là, la dette qui arrive à échéance cette année, donc ça veut dire qu'elle a été contractée en 2018, si vous voulez. Vous voyez, donc, on avait des taux d'intérêt qui étaient autour des 0,5, 1%. Vous comprenez ? Là, ils sont à 3,60 sur le taux de 10 ans. Donc c'est 3 le taux de 30 ans, il est à 4,50. Vous voyez ce que je veux dire ? Même 4,60. Ça veut dire que c'est énorme, parce que il y a évidemment la dette que nous payons, donc les intérêts de la dette, sur la dette passée. Donc ça va faire à peu près cette année 70 milliards d'euros. Ouais. On était optimiste. 70 milliards d'euros. On sera à 100 milliards en 2020. Oui, dans je pense 2028, on y sera déjà. Si ça continue comme ça, peut-être même avant. Mais après, vous avez également la nouvelle dette, ça veut dire l'ancienne dette qui arrive à échéance, et il faut la remplacer par une nouvelle dette. Ça veut dire une nouvelle dette d'environ 350 milliards d'euros qu'on va émettre cette année, mais à un taux d'intérêt de 3,60. Est-ce que je dis, voire 3,70, voire même plus. Donc, ça veut dire que vous remplacez une dette qui coûtait, on va dire, 1%, pour faire simple, par an. Là, elle va coûter 3,60. Donc, on est honte. Les effets J'entends le raisonnement. Après, moi, ce que je réponds à ça, ce qui est inquiétant, hein, c'est qu'aujourd'hui, la France s'endette tranquillement sur les marchés. Mais ça va changer. Oui, mais vous dites ça depuis des années. Non, mais ça a déjà changé. Le problème, c'est qu'il y a eu deux choses. Il y a eu, évidemment, la BCE, la Banque centrale européenne, qui a soutenu avec la planche à billets, qui soutient encore aujourd'hui de temps en temps, parce qu'elle a un mécanisme comme quoi elle ne veut pas qu'il y ait trop d'écart de taux d'intérêt entre les différents pays, donc elle achète un peu de dette, voilà, pas trop non plus, pas que ça se voit, mais elle le fait quand même, donc ça c'est évidemment un problème. Et puis après vous avez également, je suis désolé de le dire, les agences de notation qui ne font pas leur boulot. Je veux dire, je sais pas si vous avez lu le communiqué officiel de Moody's, là, il y a 15 jours, sur la dette la note de la France. Mais c'est incroyable, on se croit... Mais ils ne veulent pas rajouter de la crise. C'est une tarte à la crème, c'est un film humoristique, si vous voulez. Mais non, ça n'a rien à voir. Elle nous dit... Moody's, les marchés ont déjà dégradé la France, donc même si les agences n'ont pas fait le boulot... Je rappelle que Moody's a déjà une note supérieure à Fitch et Standard & Poor's. Et donc, elle nous dit, non mais la France est tout à fait solvable, il n'y a aucun problème de financement de la dette, il n'y a aucun problème de déficit public, ça va encore baisser, tout va bien. Mais attendez, alors bon, on a l'habitude, rappelez-vous, quelques semaines avant la crise des subprimes, on était déjà là, en tout cas en ce qui me concerne, je me rappelle très bien que toutes les dettes subprimes étaient notées AAA par les agences de notation. La France n'est pas subprime. Hein. Non mais d'accord, mais d'ailleurs on n'est pas AAA non plus. Non mais c'est pour vous montrer que les agences de notation, elles ne font pas leur boulot. Donc il y a ces deux phénomènes, si vous voulez, qui font que malgré tout, la dette publique, voilà, on arrive à se financer. Alors il y a un troisième problème qu'on n'évoque pas, parce qu'évidemment on n'a pas les chiffres officiels, mais j'ai regardé justement hier, c'est qu'en fait aujourd'hui, la part de la dette publique française détenue par des non-résidents a encore augmenté. On est à 56%. On est à 55,1% au troisième trimestre, 56% au quatrième trimestre. Le problème, c'est qu'on n'a pas le détail, effectivement, de tous ces pays. Mais on sait très bien qu'il y a de plus en plus de pays du Golfe qui ont beaucoup investi dans cette dette. Ouais. Si demain... évidemment, avec tout ce qui s'est passé, ça va coûter cher aux pays du Golfe. Puis également, la position de la France n'a pas été très claire vis-à-vis des pays du Golfe. Donc, si demain ces pays disent, peut-être la dette française, on verra ça après. Évidemment, les taux d'intérêt vont... Non, mais ça arrive. Il faut qu'on parle de l'Iran. Le problème, c'est qu'on a... Marco, il faut qu'on parle de l'Iran. Parce qu'il y a un commentaire d'un économiste d'Allianz Trade qui dit « Si fin mai ou début juin, la circulation dans le détroit d'Ormuz n'est pas rétablie, les prix d'énergie vont vraiment s'emballer et on risque une récession en France. » Fin mai, début juin. Attendez, elle est déjà là, la récession. Mais attendez, vous avez vu les chiffres de ce matin ?
climat des affaires de l'INSEE. On s'effondre sur un plus bas depuis 2014, hors période Covid. Climat des affaires de l'INSEE, c'est l'INSEE, pareil, on a eu... La récession en France, et le gouvernement nous dit 0,9% de croissance sur 2026. Excusez-moi l'expression, mais je veux dire très honnêtement, moi je suis scandalisé par le gouvernement actuel. Bon, celui d'avant aussi, mais globalement, on a une situation aujourd'hui... En quoi est-ce qu'on a une récation, alors que les chiffres en dur disent le contraire? Non, mais les chiffres de la Banque de France, de l'INSEE, du gouvernement. Les chiffres du PIB, si vous voulez, on sait très bien qu'il y a des facteurs qui sont intégrés, type le trafic de drogue, etc. Bon, comment on mesure ça? C'est ce que je veux dire. Bon, donc c'est évident qu'on a une déconnexion entre le PIB qui est affiché et puis les indicateurs de l'INSEE d'ailleurs. Hein, Pour vous, la France est déjà en récession? La France est en récession. Ça a commencé, je pense. Déjà, on aura les chiffres la semaine prochaine. Mais sur le premier trimestre, il y a certainement une baisse du PIB. Mais très honnêtement, moi, je regarde plus trop les chiffres du PIB français parce que c'est pas très net pour tout vous dire. Regardez quoi alors? Je regarde les indicateurs avancés, par exemple ceux de l'INSEE. Ouais. Bon, là, on voit que clairement, vous avez une situation de récession selon les chiffres de l'INSEE du climat des affaires. Mais comme par hasard, le PIB, par miracle, il ne baisse pas. Mais là, c'est inévitable. Il va quand même baisser. Et puis je vous rappelle qu'il y a l'inflation. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, ici même, je crois, monsieur le Villeroy de Galhau, donc gouverneur de la Banque de France, il nous a dit « Non, mais l'inflation, je crois il vous l'a dit. Oui. L'inflation, c'est rien, c'est quoi pas plus que 2%, c'est rien du tout. Rendez compte? Non, mais attendez. Le gouvernement a prévu un scénario dégradé, fondé sur un cours du baril à $117 en moyenne sur 2026. Et selon le HCSF, le Haut Comité des Finances Publiques, le HCFP, l'inflation serait portée alors à 4,5%. Ah oui, bah oui. Mais sans aller jusque-là. Moi, si vous voulez, j'ai fait une simulation très simple. Alors bon, dans le détail, je ne vais pas faire de la pub sur la chaîne YouTube, mais j'ai mis le détail parce qu'on m'a posé cette question. J'ai annoncé déjà depuis une semaine qu'on va avoir une inflation à 4% en France. D'ici l'automne prochain, en France. Pourquoi? En fait, l'inflation, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle le glissement annuel des prix à la consommation. Donc on compare le mois de mars 2026, par exemple, au mois de mars 2025. Ouais. Alors donc, l'année dernière, en 2025, les prix avaient tendance à peu augmenter. Là, évidemment, on a eu plus 1% de hausse sur le seul mois de mars, on aura à peu près la même chose au mois d'avril, et ainsi de suite. Et après, j'ai pris une hypothèse très optimiste. Si après, donc mars-avril, c'est le gros du choc pétrolier, si ensuite on a seulement 0,2% de hausse par mois, et que ce n'est pas grand-chose, eh bien mécaniquement, le glissement annuel des prix à la consommation, il arrive à 4,1% en novembre prochain. Donc c'est un scénario qui est relativement conservateur. Oui, qui est même optimiste. Alors sauf si évidemment il y a un très fort contre-choc pétrolier, mais le mal est déjà fait, parce que même si le baril rebaisse à $90 demain... Mais si on va à 120, si on reste entre 100 et 120 dollars le baril... Là, on va avoir une inflation de 5%, 5-6%, bien entendu. Et attention, l'inflation, comme vous le savez, c'est un niveau moyen. Si on regarde produit par produit, par exemple, au mois de mars, les produits pétroliers, sur la consommation, ont augmenté de 17% sur un seul mois. Voyez, donc après, il va y avoir les effets induits sur les engrais, après sur les produits alimentaires, après sur les services. Le Choisir nous parle de 4 à 5% dans les rayons, dans les mois à venir, hausse des prix dans les rayons. C'est inévitable, ça a déjà commencé, malheureusement, parce qu'il va y avoir des renégociations. Et puis surtout, le problème, c'est qu'on a une situation où, même si on l'espère tous, la guerre s'arrête et que les prix repartent à la baisse sur le pétrole, donc ça veut dire qu'une guerre qui se finit bien finalement, eh bien si les prix du pétrole baissent, à ce moment-là, il y a tellement de retard dans les approvisionnements, etc., que ça va prendre quand même du temps. Quand on regarde l'indicateur qu'on appelle CRB des matières premières, donc c'est toutes les matières premières, pas que le pétrole, toutes les matières premières confondues, eh bien on a une augmentation depuis le début de l'année de 31%. J'ai regardé pendant la guerre en Ukraine, au début de la guerre en Ukraine, on a vu en 6 mois une hausse de 23%. Donc c'est plus élevé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde toutes les matières premières, ça augmente plus que lors de la guerre en Ukraine. Et là, effectivement, on a vu une très forte inflation qui avait même dépassé les 9% aux États-Unis. Donc, j'espère qu'on n'y arrivera pas là, mais quand j'entends aujourd'hui, non, mais c'est rien, ça va le faire. Non, il y a une situation économique française catastrophique. Si on se dit qu'on a $100 le baril sur le reste de l'année, qu'on reste à $100, autour de $100, c'est ma prévision. Moi, pour vous dire, j'ai fait même $95 le baril. Ouais. Je voulais être optimiste, comme on m'accuse de pessimisme. Combien d'inflation? La croissance, on est dans le meilleur des cas à 0,4. Ok. Meilleur des cas, 0,4%. Avec $100 Avec ça. Ouais. $100, c'est peut-être un peu moins, peut-être 0,3. Mais voilà, moi j'ai pris $95 le baril, donc je voulais être optimiste. Donc l'inflation va monter au moins à 4% d'ici la fin de l'année. La croissance, seulement 0,4%. Et donc mécaniquement, taux de chômage, 9%. Catégorie A, on est à 7,9. Donc on va aller à 9. Dans le meilleur intention des de cas. recrutement chute de 6,5% par rapport à 2025. N'oublions pas, je l'avais dit d'ailleurs ici même,
au mois de février là, de cette année, donc avant le choc pétrolier, les faillites d'entreprises étaient déjà sur des sommets historiques. Alors on dit toujours, oui, mais il y a beaucoup de création d'entreprises. Ben oui, c'est pour ça, moi, je regarde les faillites d'entreprises hors micro-entreprises. Parce qu'effectivement, 97% des entreprises françaises ont entre 0 et 1 salarié. Donc ça, pour l'emploi, ça compte pas vraiment. Est-ce que je veux dire ? Donc, si vous regardez les faillites d'entreprises hors micro-entreprises, eh bien là, nous sommes 15% au-dessus du sommet de septembre 2009, c'est-à-dire la récession de 2009. Ça, c'était au mois de février. Donc avant le choc pétrolier. Maintenant que le choc pétrolier est là, évidemment, ça va s'aggraver. Et puis il y a plein de secteurs d'activité qui sont malheureusement dans une situation catastrophique. La construction, bien entendu. Et on a également la consommation. Regardez ce matin les indicateurs de l'INSEE, encore une fois. Alors il y a une petite amélioration sur l'industrie, parce que bon, il y a on va dire un petit effort de guerre, réapprovisionnement, etc. Mais les services, le commerce de détail, ça s'effondre. C'est vraiment extrêmement inquiétant. Et on le voit, la construction, donc le bâtiment, l'immobilier, avec le taux d'intérêt qui augmente. Certains vous disent, oui, ça y est, c'est bon, la crise est finie. Ben non, ça va revenir sur le devant de la scène. Donc c'est ça qui est dramatique. Et les agents immobiliers sont moins pessimistes que vous. Ah ben, c'est amusant parce que, en venant, parce que je suis venu à pied, j'en ai croisé un. J'aime beaucoup ce que vous faites, etc. Bref. Et il m'a dit, donc c'est un promoteur immobilier, enfin non, c'est une agence immobilière, agence immobilière, et il m'a dit, au niveau national, il m'a dit, on n'a jamais vu ça. Voilà, l'anecdote, c'est du réel, c'est du vécu. Ça pour vous dire que, non. D'ailleurs, dans quel secteur les défaillances augmentent le plus ? C'est dans la promotion immobilière. Oui. En France. Chiffre de la Banque de France. Oui, je n'invente rien. Donc moi, c'est ça qui me peine. Et je pense que c'est très dangereux ce que font les dirigeants français, parce que c'est un peu du mépris. En gros, les Français sont en train de souffrir. L'inflation dérape, le chômage augmente, les faillites d'entreprises explosent, et le gouvernement dit, écoutez, non, on va baisser un petit peu l'essence pour les gros rouleurs, mais il faudra faire la preuve que vous avez un revenu très faible, etc. Encore une machine à gaz, si vous voulez, ou une usine à gaz, ou une usine à pétrole, comme vous voulez. Mais bon. Ça vous plaît pas qu'on cible les aides pour protéger nos finances publiques ? Encore une fois, aujourd'hui, on sait très bien. On ouvre les vannes Mais non, mais là, si vous voulez, on paye les erreurs passées. C'est-à-dire que quand tout n'allait pas trop mal, on avait encore, vous l'avez dit tout à l'heure, un déficit public qui est monté encore, l'année dernière on est à 5,1. Alors l'INSEE, sachez qu'elle est plutôt à 5,2%, mais bon, on ne va pas chipoter. Peu importe. Vous vous rendez compte que vous dites tout à l'heure, là, en gros, on s'enorgueillit d'avoir fait 5,1% de déficit public sur PIB. On dit, ouais, il y a les Belges qui sont devant nous, à 5,2. Attendez, comment on peut se satisfaire de ça ? 2026. Nous sommes la risée du monde, si vous voulez. On dérape sur les finances publiques, on dérape sur la dette, c'est dramatique. D'ailleurs, chiffre que vous n'avez pas cité, au 4e trimestre, la France, quand on regarde les dépenses publiques par rapport au PIB, on est repassé à 57,5%. On est de nouveau numéro 1 du monde. Il n'y a pas un pays nordique. Non, non justement. Ah, voilà, la Finlande, 57,3. Vous n'avez pas regardé les chiffres. Hier, ils sont sortis hier, voilà, le chiffre d'Eurostat. Voilà, donc, voilà, la France, et c'est ça moi qui m'inquiète. Donc pourquoi on ne peut pas relancer la machine aujourd'hui ? Enfin, on pourrait le faire. Le problème, c'est que comme on a fait n'importe quoi quand ça n'allait pas trop mal, maintenant qu'on a besoin justement de relancer la machine, on n'a pas les moyens. C'est en cela qu'on peut en vouloir aux dirigeants français. Parce que qu'est-ce qu'on demande à un dirigeant ? D'avoir une vision du monde, d'avoir une vision de long terme. On sait très bien que les crises comme ça arrive malheureusement. Donc quand ça va pas trop mal, réduisez les déficits, et pour pouvoir relancer la machine quand ça ira mal. Là aujourd'hui, tous les pays européens ont fait quelque chose, un petit effort. Nous, le mépris. Ça, c'est dramatique. On a entendu la semaine dernière M. Macron, ça m'a choqué d'ailleurs, ça a fait pas mal de buzz, mais sur ma réaction, dire « Ah oui, il faut faire stratégie Notre-Dame ». Que Notre-Dame, on a mis 5 ans à la refaire, etc. Grâce d'ailleurs, il n'a pas dit, mais à des fonds privés, ne l'oublions pas en grande partie. Il faut faire pareil pour l'économie française. Il faut fluidifier l'économie française. Mais attendez, il n'est pas au pouvoir depuis 2017, le monsieur, là. Donc, c'est quoi cette affaire ? Donc, comment on peut... C'est quoi ce mépris ? Il faut arrêter le marketing. Les Français, aujourd'hui, ils veulent du concret. Moi, je suis très inquiet parce que je me déplace beaucoup, justement, en province et pas qu'à Paris, justement, et je vois les entreprises qui souffrent. J'ai des coups de fil tous les jours. Je vois les ménages qui souffrent. Donc, les dirigeants français, ils le savent très bien. Donc, faut arrêter ce déni de réalité, de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est très grave. Et le gouvernement, malheureusement, ne peut rien faire pour soutenir, effectivement, l'activité. Donc, déjà, il faut commencer par dire la vérité. 2026, c'est une année noire, potentiellement, pour le pouvoir d'achat des Français. Peut-être la pire depuis 2013, avec des salaires qui progressent peu dans un marché du travail qui est un peu déprimé. Hausse de salaire prévue par le groupe Alpha, en France, en moyenne, 1,7%. Donc, il y aura une baisse du pouvoir d'achat cette année pour les Français. Clairement, quand vous avez une inflation de 4%, pouvoir d'achat, donc si vous avez vos salaires qui... Et encore, pour ceux qui ont un emploi, parce qu'attention que le chômage qui augmente, c'est ça le drame. Quand on a vu toutes les faillites d'entreprises, c'est pas que des chiffres. D'ailleurs, dans les faillites d'entreprises, il y a de plus en plus d'ETI.
fait entreprises de taille intermédiaire, et même de grandes entreprises. Donc, c'est ça qui est dangereux, parce que là, ce n'est pas 2 salariés, c'est minimum 250, 500 salariés, voire 5000 salariés qui se retrouvent sur le carreau. Donc, ça veut dire du chômage. Donc, pour ces gens-là, malheureusement, le revenu n'augmentera même pas. Vous voyez, donc c'est ça qui est très dangereux. Et là, encore une fois, nous payons les erreurs du passé. Moi, je pense que clairement, 2026 sera une année de crise sociale, voire sociétale. Parce que justement, les Français ne supportent plus de se faire avoir. On peut avoir des mouvements de contestation sociale Moi, je pense qu'il y a 2 choses, vous l'avez dit, le pouvoir d'achat. C'est vrai que les Gilets jaunes, ça a commencé comme ça. Là, c'est bien pire qu'à l'époque des Gilets jaunes. Pourtant, pour l'instant, rien ne se passe. La clé, ça va être le chômage. Quand vous allez avoir effectivement le chômage qui va être à 9%, voire plus. Quand 9%? On est à d'ici l'automne prochain, taux de chômage des moins de 25 ans, on est déjà à 21%. Il peut monter à 24-25%. Donc tous ces jeunes, évidemment, que vont-ils faire? Et surtout, si on n'apporte pas de réponse. Ce qu'on veut, c'est un minimum d'espoir, un minimum de réponse. Le gouvernement nous dit, ah ben non, vous allez pouvoir utiliser vos tickets restaurant le dimanche. Comme réponse, c'est un peu limité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous baissez la TVA, vous, de 20% à 5,5% sur les carburants, comme le propose le RN? Ou alors non, pour un coût de 12 milliards d'euros. Moi, je supprimerai déjà... En même temps, déjà, vous me dites qu'il y a trop de déficit. Attendez, je vais arriver. Je supprimerai déjà l'écotaxe. Parce que ça, c'est quand même, c'est à peu près 17 centimes. Ça, c'est une belle arnaque, si vous voulez. À quoi ça sert? Ça finance quoi, cette affaire? Donc, globalement, là, vous avez une petite économie. Après, n'oublions pas que quand on regarde le détail des prix du pétrole, il y a quasiment 60% de taxes, donc l'essence à la pompe. Vous avez donc évidemment la taxe TICPE, là, bref, j'en parle dans le détail, sur les produits pétroliers. Après, vous avez la TVA, 20%. Après, vous avez la TVA sur la taxe. Bon, vous voyez, donc, bref, et ainsi de suite. Donc, évidemment qu'on peut peut-être supprimer la TVA sur la taxe déjà, vous voyez. Mais si vous faites crame ça, 10 milliards d'euros. Non, voilà. Si vous faites ça, il faut aussi réduire les dépenses. Ah. Eh ben voilà. Ah. Et quand vous avez les dépenses de fonctionnement, j'ai regardé les chiffres de l'INSEE, c'est affolant. Depuis 2021, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 24%. Fonctionnement de quoi? Alors que sur la même période, les dépenses sociales en France ont augmenté de 14%. 24, 14, 10 points d'écart. Juste sur le fonctionnement. Où va cet argent? Fonctionnement quoi? De l'État? Non, de toute la puissance publique. Donc, dedans, bien sûr, vous avez... Parce qu'on me dit, oui, c'est vrai qu'il y a 570 000 élus en France, etc., mais ils ne sont pas tous payés. Oui, mais derrière, il y a les frais. Les frais de fonctionnement, c'est bien sûr les salaires, puis c'est tous les frais qui gravitent autour. Et là, c'est énorme. Quand vous avez aujourd'hui en France 700 ODAC, vous savez, les ODAC, c'est organismes divers d'administration centrale. Il y en a 700. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Ils sont sur INSEE, vous pouvez pouvoir les voir. Plein de comités partout, etc., des associations, des aides, enfin bon, bref, peu importe, j'en parle dans le détail. Vous savez combien ça coûte par an, ça? Non. 150 milliards d'euros. Pas millions, 150 milliards d'euros. Donc, ça sert à quelque chose, quand même. Oui, c'est sûr que, voilà, il y a des organes consultatifs, etc., pour... il n'y a pas que des comités Théodule. Non, les comités Théodule, ça part. Le comité Théodule, ça va, il y en a 350, ce qui est déjà énorme, mais ça coûte à peu près 80 millions ou 100 millions d'euros. Ça, c'est gérable. Non, je vous parle des organismes d'État, qui dépendent effectivement de la puissance publique. Le plus connu, c'est lequel? Le plus connu, c'est Météo France, par exemple. Ah, vous voulez supprimer Météo France? Non, je n'ai pas dit supprimer, on peut privatiser Météo France. On fait ce week-end, attendez. Ça va, ils se tombent tellement plus que les économistes. Non, je plaisante, mais ce que je veux dire par là, c'est... Bon, on pourrait très bien le privatiser, vous voyez, par exemple. Mais il y a également tous les orchestres régionaux, départementaux, etc. Ça coûte une fortune, tout ça, comprenez? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut aujourd'hui... La France va mal. C'est-à-dire, c'est pas le Titanic, parce que là, il a déjà coulé le Titanic, là on est déjà sous l'eau, si vous voulez, et quand même l'orchestre joue, je sais pas comment il fait, il joue quand même de la musique. Non, c'est plus possible. Donc il faut vraiment aujourd'hui, je pense, un grand soir de la dépense publique, un grand soir fiscal aussi, parce que moi je pense qu'il faut bien sûr baisser les impôts très fortement, ce que j'appelle la thérapie de choc bienveillante. On baisse les impôts, on baisse les dépenses, on baisse les charges qui pèsent sur les salaires pour augmenter les salaires. C'est pas le programme du PS, ça. Il n'y a personne qui propose ça aujourd'hui, malheureusement. Certains me disent David Lisnard, peut-être, je ne sais pas trop. Enfin, je regarde, je n'ai pas vu trop dans les détails, mais pour l'instant... Est-ce que personne pense se faire élire sur un programme comme ça, peut-être? Oui, mais c'est dommage. Donc c'est en cela que, malheureusement, je suis triste de le dire, je pense qu'on va devoir arriver peut-être en 2026, avec une crise sociale et sociétale de grande ampleur, et là, on va se rendre compte qu'on n'a pas le choix. On n'a plus le choix. Quand vous allez plus pouvoir payer les retraites des fonctionnaires, quand vous allez avoir des difficultés pour payer les traitements des fonctionnaires. Est-ce que je veux dire c'est pas le cas du tout aujourd'hui, la France s'endette sur les marchés tranquillement. C'est pas le cas aujourd'hui, mais ça va arriver, c'est inévitable. Encore une fois, vous l'avez dit vous-même, bientôt 100 milliards d'euros. Ouais, je crois que c'est 2029. La charge, l'intérêt, mais ça va arriver avant. Déjà cette année, 70 milliards. Ouais. C'est que ça si on prend les chiffres de Bercy, c'est-à-dire très officiels, donc très optimistes, en 15 ans, donc sur les 15 dernières années... non, c'est même pas ça. Vous savez que la somme de toute la charge d'intérêt de la dette sur 15 ans, 1000 milliards d'euros.
rendez compte l'arnaque 1000 C'est pas une milliards. arnaque, c'est qu'on aurait pu mieux dépenser cet argent que de rembourser nos On est créanciers. d'accord, c'est 1000 une milliards arnaque. d'euros jetés par la fenêtre. Mais évidemment que c'est une arnaque. Quand je vois certains hommes politiques ou femmes politiques dire encore aujourd'hui « Non mais la dette c'est rien, on s'en fiche, ça coûte rien ». Bien sûr que ça coûte. Moi je l'ai vécu, bon, je l'ai souvent dit à Bercy avec Bruno Le Maire à l'époque, j'avais dit il faut arrêter d'augmenter la dette. Mais non, les économistes bien pensants, etc., nous disent mais non, tout va bien, les fonctionnaires, la dette publique, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. C'est ça l'irresponsabilité de ces gens. Il faut que ça s'arrête. Ouais. Juste un mot avant de se quitter, Marc, sur l'Iran, parce que et Donald Trump qui encore une fois fait monter la pression pour finalement prolonger tout seul comme un grand la trêve. Est-ce que c'est toujours, comme les marchés disent, TACO, la preuve qu'à chaque fois, Trump finit par se dégonfler? Et comment on fait sur les marchés? Comment on fait? Parce que Patrick Artus me disait il y a quelques jours, il est anormal que le CAC 40 soit à ce niveau-là. Les investisseurs font c'est comme s'il n'y avait pas de guerre. C'est vrai que ça c'est impressionnant. Bon, c'est vrai qu'il nous a fait souvent le coup avec les droits de douane, puis il revient en arrière, etc. Là c'est quand même différent, parce que, je veux dire, si les régimes des mollahs ne tombent pas, ça sera quand même un échec pour Trump. Ça va être compliqué de dire, parce que bon, par exemple le Groenland, il a dit, bon finalement on s'est arrangé, on ne sait pas trop comment il s'est arrangé, mais bon, là ça va être compliqué. Et puis après surtout, bon voilà, il y a la paix mondiale, hein, ça peut être dangereux. Donc après ça peut déraper davantage. Vous voyez, donc non, j'espère vraiment qu'on va retrouver une situation pacifique dans toute la région. Et donc, moi, je ne veux pas faire de la politique, mais c'est vrai que moi, je suis très choqué de voir le discours des Français. Regardez, encore hier, malheureusement, on a encore eu un soldat français qui a été tué par le Hezbollah. Ça fait quand même 3 soldats français, depuis le début du conflit, qui sont tués par des organes émanant de l'Iran. Et pourtant, vous voyez, M. Macron, il a dit, oui, les combattants du Hezbollah sont des terroristes, ce sont des combattants. Vous voyez, donc, le discours de la France, moi, m'inquiète. M. Macron m'inquiète. Mais sur Trump, comment on fait quand on est économiste pour faire des prévisions avec le train d'Ormuz qui est toujours bloqué, le pétrole qui est à $105. Pourquoi vous l'avez dit, c'est qu'en fait les marchés, pourquoi ils continuent de monter, notamment aux États-Unis, parce qu'ils se disent en fait, Trump il est pro-business. Donc s'il voit que ça va bloquer, finalement il va revenir en arrière pour le business, pour les marchés, etc. Sauf qu'il arrivera un moment où ça sera plus possible, voyez. Mais ce qui est sûr, c'est que, indépendamment de Donald Trump, la clé pour les marchés boursiers, c'est la croissance. Parce que c'est la croissance qui génère les profits. Si demain, il y a moins de croissance, voire une récession, ben évidemment, il y aura moins de profits. Donc les marchés, je vous rappelle, normalement, valorisent des profits. Donc s'il y a moins de profits, évidemment, les marchés boursiers finiront par baisser. Mais pas pour l'instant, parce que les marchés misent toujours sur ce scénario optimiste que oui, non, après il y a on va trouver une solution. Par contre, il y a énormément de volatilité. Ça fait 7 semaines. Hein. Il y a beaucoup de volatilité, vous voyez bien, sur les marchés. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, on voit bien la dichotomie. Le marché américain, la semaine dernière, le Standard & Poor's a battu des records. Le CAC 40, non. Il a du mal. Il baisse, il remonte. Ouais. Il baisse beaucoup quand il y a de l'inquiétude. Donc, moi, je pense que, après la guerre, j'espère donc le plus vite possible, là, on va régler les comptes, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte, effectivement, les vraies forces en présence. Et je pense que, malheureusement, la France et l'Europe, on sera comme souvent, malheureusement, les dindons de la farce. Et on sera vraiment à la traîne. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec l'économiste Marc Toiti, invité à la grande interview en direct et en replay sur Boursorama et sur YouTube. Merci Marc. Avec plaisir.